vous regardez RTL. 7h45, bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Bonjour Nicole Belloubet, merci d'être avec nous ce matin. Vous vous souvenez où vous étiez le soir des attentats du 13 novembre 2015 ? Oui, j'étais à Toulouse. Je me souviens très bien, on regardait le match avec des amis et voilà. Et puis cette sidération qui est montée tout au long de la nuit, absolument. Vraiment incroyable. Ouais. Alors 2 ans après, cette enquête hors norme sera vraisemblablement bouclée au printemps prochain. Pour les victimes, ce sera important. Aujourd'hui, certaines se sentent abandonnées, sous-traitées, on l'a entendu. Par exemple, la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Elisabeth Pelcet, vous est rattachée au ministère de la Justice. Les associations regrettent qu'elles ne dépendent pas de Matignon, ce qui, selon elles, leur donnerait plus de puissance. Lui donnerait plus de puissance. Elles ont tort ? Alors, je crois d'une part qu'elles ont tort, et il me semble, mais peut-être est-ce que je me trompe, qu'elles le disent de moins en moins. Elisabeth Pelcet, donc la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, fait un travail tout à fait remarquable en précisément assurant cette coordination interministérielle. Et nous étions il y a 2 jours auprès du Premier ministre pour faire un premier bilan de ces 6 mois d'action. Je crois qu'elle a fait un travail tout à fait considérable que les associations reconnaissent. Et donc il me semble que son positionnement à mes côtés est tout à fait pertinent. Et vous étiez ensemble vendredi pour préparer le plan triennal d'aide aux victimes, dont on connaîtra les mesures dans le détail aujourd'hui. Une quinzaine de mesures en tout pour améliorer, on l'imagine, la prise en charge, par exemple ? Eh bien, par exemple, nous apportons une attention très particulière à l'aide et au soutien psychologique aux victimes. Et donc, nous avons décidé de créer un centre de résilience qui permettra d'étayer les recherches et le suivi des victimes. Nous avons aussi pris conscience de l'importance pour les victimes qu'elles puissent réaccéder à l'emploi ou à une formation. Et donc, il y a des tables rondes qui sont d'ores et déjà tenues pour permettre cet accès très individualisé, finalement, et ce retour à l'emploi dans des conditions qui dépendent de chaque personne. Des tables rondes avec Pôle emploi, par exemple, Pôle emploi, absolument. Pour sensibiliser les agents de Pôle emploi à l'accueil. Pour suivre des situations particulières, si vous voulez. Pour faire des propositions d'emploi dédiées. Absolument. Ouais. Et puis, de la même manière, en termes de formation, nous devons travailler avec le ministère de l'Éducation nationale parce que certaines victimes ont du mal à retrouver une formation qui soit adaptée à la situation ou psychologique ou physique dans laquelle elles se trouvent. Et donc, il faut absolument que très concrètement, nous soyons en mesure de les appuyer. C'est ce que fait Madame Pelcet. Ce centre de résilience que vous nous annoncez ce matin, il sera ouvert l'an prochain, en 2018. Ce sera un centre d'information, de ressources. Les victimes y auront accès ? C'est surtout un centre de ressources. De ressources, c'est surtout un centre de ressources qui permettra de former les personnes qui suivront les victimes. Et donc ça, c'est extrêmement important. Avec un budget dédié. Absolument. C'est d'ailleurs porté par Madame Rudetsky qui joue un rôle important dans ce domaine-là. Est-ce que l'idée d'une juridiction spéciale pour les victimes qui contestent les décisions d'indemnisation, c'est important pour elle aussi qu'elle ait. Est-ce que cette idée a été retenue ? Oui, cette idée a été retenue. Nous allons la soumettre à une expertise, évidemment, par des magistrats qui devront nous dire précisément comment faire. Mais c'est une idée qui a été retenue parce que d'une part, elle permettrait d'avoir une harmonisation des conditions d'indemnisation et d'autre part d'aller beaucoup plus vite pour les victimes. Et donc, je crois que ce serait extrêmement intéressant. Une juridiction créée, dédiée à l'aide aux victimes qui contestent donc leurs indemnisations. C'est en cours de réflexion. Par ailleurs, hier, dans le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur, votre homologue Gérard Collomb, précise que 302 Français djihadistes revenus de la zone irako-syrienne sont tous pris en charge par la justice à leur retour. 134 sur ces 302 sont en prison. 168 ne le sont pas. Pourquoi ? Alors, donc nous changeons de sujet. Oui, mais nous sommes toujours dans la lutte, dans l'après-terrorisme ou dans la prévention de nouveaux actes terroristes. Donc, si vous voulez, on a un principe très clair qui est que toute personne qui revient des terrains de combat est judiciarisée. Ça, c'est quelque chose qui est absolument intangible. Ensuite, la décision du juge va évidemment varier selon la situation de la personne et selon ce qu'elle a fait. C'est-à-dire ceux qui ont combattu, ceux qui n'ont pas combattu, ceux qu'on a vu. Mais on a des certitudes sur ce qu'ils ont fait sur place ? Bien sûr. Il y a des enquêtes étayées ? Absolument, on peut parfaitement savoir. Le juge a un dossier d'enquête et donc il prend une décision qui va consister soit à mettre la personne en détention, soit à le mettre sous contrôle judiciaire, bien sûr, avec des mesures différentes. Ça peut être un bracelet électronique, ça peut être peu importe. Il n'y a pas un risque de naïveté quand même ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Parce que quand une personne
personne est sous contrôle judiciaire, elle a des obligations extrêmement précises. Et récemment, je suis allée voir le travail que fait une association en partenariat avec la justice de traitement de ces personnes. Je puis vous assurer qu'ils sont extrêmement suivis. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas en détention formellement qu'ils ne sont pas suivis. Parmi ceux qui sont en détention, est-ce qu'il y a des mineurs ? Il y a 8 mineurs en détention. Ce sont donc des mineurs qui ont combattu, si on comprend ce que vous nous avez dit. Absolument, ce sont des mineurs dont... qui ont quel âge à peu près ? Plutôt entre 16 et 18, car les autres jeunes, il y a à peu près 55 jeunes qui sont de retour des terrains de combat, qui sont très jeunes, et eux, ils font l'objet d'une mesure d'assistance éducative. Ceux qui ont effectivement combattu, ils sont en détention. Donc il y a 8 mineurs entre Absolument. 16 et 18 ans qui sont Absolument. incarcérés dans des quartiers de mineurs pour avoir combattu. Et là encore, pardon Madame Martichoux, oui. tous les mineurs font l'objet d'une judiciarisation. Ils sont tous présentés à un juge, y compris les plus jeunes. Ils sont tous interrogés. Absolument. Enfin, dans la mesure où ils peuvent expliquer. Oui. Il y en a qui sont très jeunes. Il y en a qui sont extrêmement jeunes, et c'est la raison pour laquelle il y a des mesures d'assistance éducative qui sont prises à leur égard. Assistance éducative, c'est-à-dire un suivi, et ils ont été remis à leurs familles respectives. Pas forcément. Ils sont aussi placés. Ils peuvent être placés. Et en fonction de la famille qui existe ou pas. En fonction de la situation de la famille. Nicole Belloubet, vous êtes aussi ce matin avec nous parce qu'il y a un sujet d'actualité qui anime le débat public maintenant depuis plusieurs semaines avec beaucoup de vigueur, ce sont les violences sexuelles. On apprend d'ailleurs qu'il y a eu une hausse de 30% des plaintes en zone gendarmerie en octobre, sans doute liée à l'affaire Weinstein, oui. Et les consignes qui ont été données aussi à la gendarmerie de se mobiliser. La justice est prête à faire face à cette hausse de plaintes ? La justice est prête à faire face. Si vous voulez, je crois que nous avons 2 défis. Nous avons un premier défi qui est celui de l'écoute de la parole de ces femmes. Et donc, je pense qu'il y a des mesures très pratiques qui me sembleraient pouvoir être mises en œuvre. Je pense par exemple à ce qu'on pourrait imaginer avec Gérard Collomb, c'est-à-dire une pré-plainte en ligne. La victime est chez elle, ça existe pour les atteintes aux biens. Elle pourrait, sans avoir nécessité d'aller faire la démarche, d'aller au commissariat, ce qu'elles ne peuvent pas toujours faire, déposer une pré-plainte en ligne qui ensuite est suivie. Il y a aussi, vous savez, ces expériences dans les hôpitaux, il faut que nous en parlions avec ma collègue Agnès Buzyn, qui consiste à prélever les preuves de violences sexuelles et sans que la plainte ait été déposée a priori. Donc c'est extrêmement important. Nous devons également... Lorsqu'une femme arrive à l'hôpital et qui présente des traces de violences qui peuvent être sexuelles, l'équipe soignante proposerait et ne serait pas seulement en attente d'une demande. Ensuite, la victime décide si elle veut porter plainte. Il y a aussi tout un travail, me semble-t-il, autour de l'écoute des victimes qui peut être conduite en ne la mettant pas systématiquement face à son agresseur à plusieurs reprises durant l'enquête, ce qui est parfois extrêmement douloureux. Bref, il y a des mesures très pratiques et je pense également à d'autres systèmes de protection. Donc il y a des mesures très pratiques. Ça, c'est votre souci de répondre au fait que la majorité des plaintes aujourd'hui sont classées sans suite, faute de preuves. Oui, c'est ça, parce que nous sommes dans un système de justice et d'état de droit. Il faut donc des preuves. Et le problème souvent dans ces atteintes sexuelles, c'est que la preuve est difficile à apporter. Et donc moi, mon souci, c'est 1, que les victimes aillent porter plainte, et 2, évidemment, que nous puissions avoir le maximum de preuves pour pouvoir donner suite à la plainte. D'où l'idée d'une pré-plainte qu'on pourrait faire par exemple, chez soi, sans avoir cette démarche douloureuse pour ces femmes qui sont battues, qui ont du mal à sortir et à être entendues. Exactement. Et ça existe pour les atteintes aux biens. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire dans ce cadre-là. Donc on pourrait sur Internet tout de suite signaler et ensuite la justice pourrait se mobiliser et il y aurait une trace. Absolument. Il y aurait une trace. Encore une chose, Madame la garde des Sceaux. Je n'ai pas parlé, je ne sais pas si vous voulez m'interroger là-dessus, des éventuelles évolutions législatives. Si vous voulez, je pense qu'il y a des évolutions dans nos pratiques et des évolutions législatives qui ont été... Vous voulez de la prescription ? Vous voulez pas évoquer la prescription ? Oui, entre autres. En fait, il y a trois évolutions législatives sur lesquelles on s'interroge. C'est d'une part l'allongement du délai de prescription quand il y a eu viol sur mineur en le passant de 20 à 30 ans. C'est la commission Flavie Flament qui a proposé cela et il me semble que c'est extrêmement intéressant. Avec bien sûr toujours la difficulté de la preuve. Il y a aussi la question de l'outrage sexiste que nous pourrions contraventionnaliser. L'outrage sexiste, c'est l'outrage de rue.
Oui, Oui, c'est bon, la alors, fameuse appellation qui caractériserait le harcèlement outrage sexiste. Absolument. Ce serait la formule retenue. Le harcèlement sexuel est déjà sanctionné et il répond à des conditions très précises. Là, il s'agirait d'autre chose. C'est la raison pour laquelle je propose le terme d'outrage sexiste. Et puis, il y a, vous le savez, la question délicate du délai en dessous duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister. Alors, parlons-en, parce que nous sommes effectivement très frappés par cette affaire qui a été jugée à Meaux la semaine dernière. Un homme a été acquitté alors qu'il était accusé de viol sur une fillette de 11 ans. Les jurés ont estimé que la contrainte, la menace, la violence et la surprise n'étaient pas établies pour une fillette de 11 ans. Je ne veux pas commenter cette affaire-là, Madame Martichoux, pour laquelle je tiens à le dire, le parquet général a fait appel, vous le savez. Absolument. Ça vous heurte pas ? Est-ce que la justice n'est pas tombée sur la tête ? Je crois que la question de l'âge en deçà duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister est tout à fait capitale, car il y a évidemment des situations extrêmement choquantes et inacceptables. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fixe, qu'on relève ce consentement des mineurs à 13 ans, par exemple ? Est-ce que c'est une borne qui vous paraît... 13 ans est une borne envisageable. Je crois qu'il faut être très attentif parce qu'il faut que le juge soit aussi en capacité d'apprécier des situations individuelles. Mais il me semble que l'âge de 13 ans pourrait être quelque chose de tout à fait... que l'on pourrait parfaitement retenir. En deçà de 13 ans, donc, le consentement sexuel des fillettes ne serait pas posé. Merci beaucoup, Madame la garde des Sceaux, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Tous les djihadistes de retour sont systématiquement judiciarisés, inclus les mineurs, vient de réaffirmer Nicole Belloubet au micro d'RTL. Nicole Belloubet qui évoque par ailleurs ce matin la possibilité de pré-plainte sur Internet dans le cas de violences sexuelles. En tout cas, elles peuvent être à l'étude. Merci infiniment. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. J'en profite pour rappeler que demain, Elisabeth reçoit Laurent Nunez, patron du renseignement intérieur, et qu'à 8h20, c'est Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, qui sera notre invité en direct sur RTL.